Salut à toi. Aujourd'hui, je m'en vais te parler des dangers de l'automédicamentation pour votre santé. Si c'est la première fois que tu te pointes sur cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un expert de biologie médicale pour le compte d'Owari. Et dans ce contenu, nous vous parlons des thématiques de biologie médicale et nous vous donnons par-dessus tout des conseils de santé pour votre bien-être. Mais alors, c'est donc quoi l'automédicamentation? Vous savez, dans notre contexte, nous avons pour habitude, n'est-ce pas, de prendre des antibiotiques, de prendre des médicaments de toutes sortes, à base des produits naturels ou alors à base des produits synthétiques dans des pharmacies ou alors des pro-pharmacies. Quand je dis pro-pharmacie, c'est le poteau qu'on maîtrise bien dans notre contexte africain. Ça peut être ceux-là qui le font dans leurs locaux à la maison, n'est-ce pas? Qu'importe l'endroit où vous allez vous procurer ces produits, que ce soit chez le naturopathe, le pharmacien, tout ça, vous le prenez par votre propre souhait, c'est-à-dire que de votre plein gré, vous avez pris ces médicaments, n'est-ce pas, sans un avis médical, sans une consultation médicale, pour pouvoir pallier à un traitement, à un symptôme que vous avez. Ça peut être les maux de tête, ça peut être une douleur, ça peut être tout autre symptôme pathologique qui vous dérange. Une fois que vous avez pris un médicament sans avis d'un médecin, alors c'est de l'automédicamentation. Et dans ce contenu, nous vous disons que c'est un danger. Vous n'avez pas ce droit de prendre des médicaments, surtout quand vous ne le maîtrisez pas. Vous le prenez à tort et à travers pour pouvoir pallier à vos soucis. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que cet acte, cette activité n'est pas bien. Nous pouvons vous autoriser à faire un premier pas pour subvenir à votre santé. Mais n'allez pas au-delà d'un produit. Si vous avez pris un produit, ça peut être un antalgique, le paracétamol, l'efferalgan. Ça peut être tout autre produit, soit naturel, synthétique. Mais si ce produit-là ne fonctionne pas, consultez un médecin. Consultez un professionnel de la santé. Cherchez à avoir un avis médical sur votre problème. Et en rapport avec vos problèmes, nous allons prendre le cas d'un problème courant ou alors simple. Certains parmi vous vont s'identifier dans ce cas. Et à l'avenir, nous en parlerons pour plusieurs types de cas. Pour ce tutoriel, nous allons vous donner un conseil pour le cas d'une dame, n'est-ce pas? Une dame X, comme nom, âgée d'une trentaine, entre 30 et 40 ans, n'est-ce pas? Cette dame-là souffre des symptômes récurrents pour les femmes. Démangeaisons de la zone pelvienne, n'est-ce pas? Ou alors, simplement comme ceci. La femme sait c'est quoi les démangements de la zone pelvienne, n'est-ce pas? La zone pelvienne, c'est cette marge-là d'intime, cette marge intime qui est présente chez la femme, n'est-ce pas? Donc, si tu as ces démangeaisons, tu as des pertes qui ne s'arrêtent pas, trop abondantes, malodorantes, ça ne sent pas bien et tout ça, cette dame décide donc de prendre un médicament. Elle va prendre les médicaments qui suivent. Elle prend le Fleming, elle va prendre du Flagyl et pour conclure à sa thérapie d'automédicamentation, elle va prendre du fluconazole. Ceci, pour citer ceux-là, il existe plusieurs autres cas de figure, mais nous avons pris celui-ci pour cette démarche. Mais alors, après un mois à répétition, ça ne marche pas. Elle change d'antibiotique. Après encore un mois et voire plus, ça ne marche pas. Nous en sommes déjà à 6 mois. 6 mois de persistance des symptômes, 6 mois de persistance dans l'automédicamentation. Qui sait, autre antibiotique qu'elle a pris à base de produits synthétiques ou naturels, mais nous avons été informés de cela. Voilà qu'elle décide de consulter un médecin. Qui sait de l'état de son organisme à l'heure actuelle? A-t-elle été affectée? À quel niveau? On ne le sait pas. Mais notre souci, une fois qu'elle va consulter un professionnel, il va veiller à une démarche diagnostique. Une consultation, elle va avoir. Donc, cette dame a effectué une consultation et le médecin a fait une prescription pour des examens de laboratoire. Pour son cas,
La première intention, il a demandé un prélèvement cervico-vaginal plus culture bactérienne associée à un antibiogramme. Nous allons suivre cet antibiogramme ou alors cette culture complète, cette démarche analytique ensemble et nous verrons quel est le germe. Si c'est un germe qui dérange, de quel germe s'agit-il? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un parasite? Pour cette démarche, le médecin, le consultant, le prescripteur a demandé un prélèvement cervico-vaginal pour culture bactérienne, de première intention. Et après ces résultats, il va décider d'orienter. Si à jamais la culture ne nous donne pas assez d'informations. Donc, vous allez me suivre donc pour la culture et la suite de la démarche. Nous venons d'effectuer un prélèvement cervico-vaginal et nous allons procéder à la mise en culture de notre produit pathologique. Et après cette culture, on verra quel gène nous avons à faire. Allons-y. Dans la démarche bactériologique pour une mise en culture d'un produit pathologique, pour notre cas de ce tutoriel, en rapport avec l'importance des tests de sensibilité avant une mise sur antibiotiques, n'est-ce pas? Notre prélèvement cervico-vaginal va être ensemencé, n'est-ce pas, dans 3 milieux pour cette épreuve. Nous aurons un milieu savoureux, un milieu EMB et un milieu Chapman. C'est un milieu à 3 compartiments, l'EMB, le savoureux et le Chapman. Donc, en ce qui concerne les procédures pour la préparation des milieux de culture, les procédures ou alors des tutoriels sur les choix des milieux de culture, quels sont les éléments qui nous permettent de faire le choix d'un milieu de culture, comment est-ce qu'on prépare ça, vous aurez ça dans les tutoriels à venir. N'hésitez pas à mettre en commentaire des thématiques en rapport avec la bactériologie, si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé à savoir, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on choisit un milieu de culture, veillez à le notifier dans notre description. Vous pouvez avoir un lien également pour la plateforme. Et dans cette plateforme, vous allez voir déjà un grand nombre d'articles en matière de démarches bactériologiques, des procédures standards définies selon un laboratoire précis, n'est-ce pas? Vous pouvez les utiliser pour pouvoir personnaliser et mettre à jour vos propres procédures. Donc, pour le cas de ces démarches, nous n'allons pas aborder le choix des milieux, n'est-ce pas? Donc, procédons ainsi. Lousy. Nous avons effectué une coloration de grammes de notre produit pathologique prélevé le jour 0 et nous savons bel et bien que c'est ce gramme qui nous oriente pour le choix
des milieux de culture. En fonction des germes observés, on saura quel milieu de culture choisir. Donc, pour notre cas, et comme vous l'avez observé, nous avons vu lactobacille qui avait une faible proportion et qui dominait bel et bien sur nos bacilles gram négatifs. De ce fait, nous allons donc utiliser notre milieu à 3 compartiments. Un milieu compartimenté pour 3 puits ou alors 3 zones de culture. La première zone ici, ça sera le milieu EMB. La deuxième, le Saburo, et la troisième, Chapman. Les 2 autres milieux, Saburo et Chapman, sont juste utilisés ici à titre indicatif. Mais le milieu qui va beaucoup nous intéresser ici, c'est le milieu EMB. Très important. Nous avons également un deuxième milieu, n'est-ce pas, où nous allons mettre en culture ici, éventuellement. C'est un milieu qui a, n'est-ce pas, du Chapman et de l'EMB sur la même boîte. C'est un milieu à 2 compartiments. Donc, voici dans notre milieu qui va être utilisé pour la culture. Nous avons 2 compartiments. L'un, c'est l'UMB et l'autre, c'est le Chapman. Donc, pour la suite, vous allez observer la mise en culture. Les techniques et méthodes de mise en culture, ça fera l'objet des vidéos ultérieures. Vous savez comme moi que la biologie médicale, elle est très vaste. S'il fallait qu'on aborde tous ces concepts dans l'objet d'une même vidéo, nous aurons des vidéos interminables. De ce fait, mettez dans les commentaires si vous aimeriez qu'on en parle. Là, nous allons nous hâter à le faire le plus rapidement possible, ou tout autre concept. Donc, nous pouvons poursuivre avec la démarche. Une consigne pour votre mise en culture, veillez à faire une bonne identification de vos boîtes, n'est-ce pas? Les boîtes de pétri. Vous devez renseigner ces informations. Vous devez mettre le code du sujet, le nom, n'est-ce pas, du type de produit pathologique. Ici, c'est un prélèvement cervico-vaginal. Vous devez mettre la date du jour et éventuellement l'heure de mise en culture. Très important. Ces informations sont très importantes pour la suite. Donc, allons-y. Vu que nous avons des milieux sélectifs ici, nous allons commencer et je vais prendre le Chapman. Des moins sélectifs vers les plus sélectifs. On dépose d'abord notre produit pathologique dans les différents milieux avant de commencer à faire l'estrie. Vous pouvez éventuellement prendre votre lance ou cisaille pour pouvoir faire l'estrie et faire milieu. Mais le mieux c'est de procéder d'abord par dispenser le produit pathologique dans les différents milieux. Ne partez pas ensemencer directement dans le milieu, par exemple, Saburo. Saburo, c'est juste pour le début, n'est-ce pas? Il ne faut pas transporter ça pour l'autre milieu. C'est juste une petite consigne, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mettez en commentaire votre démarche que vous utilisez en laboratoire. Moi, j'utilise directement les couvillons pour ensemencer. D'autres déposent le produit pathologique et ils utilisent l'anse pour pouvoir faire des sprays. Bon, ça dépend de votre standard en laboratoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire et on va aider. Donc,
Donc, dans la mise en culture, on va incuber et entre 18 et 24 heures, nous saurons ce qui va se passer. On va apprécier le type de colonie, effectuer un gramme de contrôle, comparer avec le gramme du jour 0 et on saura quel type d'antigramme il faut effectuer, n'est-ce pas? A plus, mise en incubation. Ok. Nous allons procéder à un gramme de contrôle de notre échantillon qui a été ensemencé précédemment. Nous allons procéder au gramme de contrôle de notre échantillon qui a été prélevé précédemment. Souvenez-vous, nous sommes en train de suivre l'analyse bactériologique d'un prélèvement cervico-vaginal. Allons-y. Nous avons mis en culture dans ce milieu, le milieu EMB. Juste à côté de lui, c'est le milieu Chapman. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est EMB, c'est le milieu EMB. Donc, nous allons procéder à la démarche d'étalement pour un gramme de contrôle. Il y a plusieurs façons dont vous pouvez travailler. Mais pour cette démarche, nous allons utiliser une lampe porte-objet et puis l'eau de condensation des boîtes. Vous pouvez également prendre de l'eau distillée ou alors de l'eau physiologique stérile, bien évidemment, pour préparer votre gramme de contrôle. Pendant la démarche, évitez de prendre toute la colonie, non. On va juste tapoter une colonie et faire notre gramme. Le gramme ne doit pas être trop épais. Si c'est trop épais, vous ne pouvez pas apprécier. Vous ne pouvez pas assurer cette coloration. Donc, procédons donc. Lousy. Nous avons effectué notre étalement pour notre gramme de contrôle. Nous avons utilisé l'eau de condensation des boîtes. Maintenant, vous pouvez également utiliser de l'eau physiologique ou distillée stérile pour pouvoir le faire. Maintenant, après ça, nous allons fixer notre étalement. Très important. Deux méthodes, soit à l'alcool ou alors à la flamme. Ici, nous procédons à la flamme. Nous avons expliqué cette méthode plusieurs fois, on peut également le répéter, c'est pas grave, n'est-ce pas? Vous tenez votre lame comme ceci. Vous gardez cet angle. Une fois,
2 fois, c'est OK. Éventuellement 3 fois, c'est bon. La fixation est achevée. Maintenant, nous allons passer à la coloration de crâne. Je vous invite à aller voir notre tutoriel sur la coloration de crâne. Dans ce tutoriel, nous vous donnons toutes les explications en rapport avec la coloration de crâne. Pour cette démarche, vous pouvez juste apprécier cette étape. Et puis, nous allons suivre avec la lecture microscopique et comparer le crâne du jour 1 avec le premier jour 0 où on a fait le prélèvement. Nous allons comparer si le gène qui a été identifié le premier jour est le même d'après la culture. Et au travers du crâne de cette bactérie, nous saurons quel type d'antibiotique nous allons tester pour faire un antibogramme. N'est-ce pas? Vous voyez à quel point il est très important de faire des tests de sensibilité avant de prescrire un antibiotique. Sinon, vous prescrivez des antibiotiques comme ceci, à l'aveugle, en espérant, entre guillemets, que ça puisse marcher. Mais, quand vous prescrivez des antibiotiques sans faire des tests de sensibilité, sans faire un examen bactériologique, vous risquez d'intoxiquer quelqu'un, de donner des médicaments pour rien, n'est-ce pas, à l'aveugle, et vous verrez par vous-même la répercussion que ça peut avoir. Pour le moment, continuons avec la démarche. Procédons donc à la coloration. On va procéder à la coloration du crâne. On a recouvert notre frottis avec le violet de ginseng. Lousy. La coupe. On passe au rigole. Nous avons achevé avec la coloration du crâne. Nous vous invitons à regarder nos précédentes vidéos sur la coloration du crâne, pour vous informer par rapport, parce que cette coloration, elle est très capitale pour l'examen direct. Elle est très capitale. Veillez à une très bonne coloration.
faites toujours des contrôles dans vos laboratoires, des colorations, pour être sûr que les colorants sont bons et que la procédure elle est respectée. Et nous allons procéder à l'examen microscopique. Nous allons observer cette bactérie et comparer avec le gramme du premier jour. Procédons donc à la démarche de lecture microscopique de nos grammes de contrôle. La mise au point a fait l'objet d'une vidéo. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Les étapes à suivre pour effectuer une mise au point sur un microscope. Comment entretenir ton microscope. C'est également dans cette vidéo que vous verrez ça. Donc, nous n'allons pas aborder la mise au point ici. Donc, nous devons directement entamer la lecture de nos lames. La lame du jour 0, où on effectue le prélèvement, et la lame du jour 1, ou encore 24 après la culture. Nous allons comparer, identifier la classe de la bactérie. C'est une bactérie gram positive ou alors c'est une bactérie gram négative. C'est quel regroupement? Ce sont des cocci ou alors ce sont des bacilles. Allons-y. Lousy. On a des lactobacilles. On a des BG-. Nous faisons ici l'observation microscopique du gramme du premier jour. Nous avons la prédominance des lactobacilles dans la plupart des champs, mais la présence des BG- n'est pas à négliger. Et nous devons donc justifier cette mise en culture. Et le gramme de contrôle des colonies observées dans le milieu EMB devrait nous permettre de confirmer
la pousse de cette bactérie, à savoir les BG-, observables dans ces champs. Avec la lecture microscopique de nos grammes. Les BG- qui ont été observés dans le gramme du premier jour, le jour 0, ce jour-là on effectue le prélèvement. Ces mêmes BG-, bacillogramme négatif, ce sont ces mêmes bactéries qui ont poussé dans le milieu EMB. Et ça confirme donc ce déséquilibre de la flore. Malgré que nous avons nos bacilles de Döderlein, les BG- étaient apparemment avec un pourcentage significatif dû à cette croissance qu'on a pu observer dans le milieu de culture. Et donc, les BG- que nous avons observés au microscope, ce sont les mêmes qui ont été observés dans notre culture, les EMB, du milieu EMB. Et de ce fait, nous allons procéder au choix des antibiotiques pour le test d'antibiogramme. Et après ce test d'antibiogramme, nous saurons quel antibiotique il va falloir prescrire pour pouvoir pallier à cette infection. Et notre sujet va prendre cet antibiotique et la flore va retrouver la norme et l'étranger va être détruit. D'où cette nécessité. Vous avez vu par vous-même, toi qui es un biologiste ou toi qui es un étudiant ou étudiante en biologie médicale, vous voyez donc l'importance d'effectuer un test de sensibilité. Ce test de sensibilité nous permet d'éviter de donner des antibiotiques à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, ce sont des antibiotiques orientés. Certes, c'est orienté, mais nous ne pouvons pas aller à plus de 2 classes d'antibiotiques ou alors 2 types d'antibiotiques différents, avec parfois des spectres d'action tous également différents. Ceci afin de pallier à une infection. Nous pouvons le faire à titre indicatif, après un prélèvement biologique d'attente des résultats. Donc, nous allons procéder au test d'antibiogramme. Nous allons sélectionner les antibiotiques pour les BG-, et en fonction du site du produit pathologique, de l'origine du germe, nous allons choisir ou alors orienter notre choix d'antibiotiques. Dans une vidéo ultérieure, nous allons étudier les antibiotiques en fonction des produits pathologiques, également des germes et comment est-ce qu'on peut entreprendre pour pouvoir les tester en bactériologie. Donc, pour le cas de cette vidéo, de ce tutoriel, procédons donc à cet antibiogramme. Nous allons procéder à un antibiogramme. Nous sortir nos milieux de culture. On va ramener à 37 avant de passer à la préparation de l'inoculum. Après la préparation de l'inoculum, nous allons procéder à l'ensemencement, soit par écouvillonnage ou alors par inondation. Pour le premier cas de figure, nous allons procéder par écouvillonnage. Et pour le deuxième cas de figure, nous allons procéder par inondation. L'écouvillonnage va être effectué dans le milieu de 1 tonne. Donc le milieu de 1 tonne. On va couper toutes les parties des détachables.
Muller-Hinton. Et dans le milieu clair, nous allons poser les disques ici pour notre antibiogramme ici dedans. Ça peut être utilisé bien sûr. Il n'y a pas que le Muller-Hinton pour faire un antibiogramme. Pour faire un antibiogramme, nous avons besoin d'une gélose de base. Une gélose de base pour un antibiogramme. On met 15 minutes pour ramener à 37. Notre incubateur est à 36,7, c'est pas grave, c'est bon. 37, c'est pas grave. Donc, le tutoriel sur les milieux de culture. Comment préparer un milieu de culture? Quelles exigences il faut respecter pour assurer la préparation des milieux de culture? Quels tests tu dois appliquer pour être sûr que les milieux de culture sont bons? Comment est-ce qu'on fait un test de stérilité? Comment est-ce qu'on fait un test de fertilité? N'est-ce pas? Nous allons également voir ça dans l'objet d'un tutoriel futur. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé par ce type de contenu. Ça nous aide. Et également, à côté de la préparation des milieux de culture, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, dans un tutoriel également, le rôle et la différence qui existe entre les types de milieux de culture. Déjà, pour avoir une idée, nous avons des géloses en matière de milieu de culture. Nous avons des géloses de base, des géloses sélectives, n'est-ce pas, et des géloses qu'on rend encore plus spécifiques et sélectives pour un germe précis. Pour une gélose de base, nous avons par exemple notre Muller-Hinton, notre Columbia, n'est-ce pas, où tout peut pousser à l'intérieur. Maintenant, quand on prend une gélose de base, comme le Muller-Hinton, le Columbia, on peut la supplémenter. Et quand elle est supplémentée, le supplément ici vient en quoi? Ça peut être un antibiotique, l'ANC ou alors le VCN, n'est-ce pas? Le VCN ici, nous le rendons sélectif, par exemple pour le Neisseria, et autant d'autres, nous allons aborder ça dans une vidéo ultérieure. Et à côté de ces milieux sélectifs, rendus sélectifs avec des suppléments d'antibiotiques, n'est-ce pas? Nous avons également des géloses sélectives synthétiques pour par exemple les BG-. Nous avons par exemple le Maconquet, n'est-ce pas? Nous avons également l'EMB qu'on utilise généralement pour la pousse des BG-, n'est-ce pas? Et plein d'autres milieux, n'est-ce pas, qui sont sélectifs ou rendus sélectifs. Cette différence-là, vous allez découvrir dans une vidéo ultérieure. Donc, procédons donc à notre choix d'antibiotiques pour notre antibiogramme. Souvenez-vous, nous avons eu le cas d'une femme, un sujet X, qui souffrait de démangeaisons importantes au niveau de la zone pelvienne, des démangeaisons superficielles externes et également internes, n'est-ce pas? Cette dame a reçu une série d'antibiotiques non orientés. Elle a reçu des antibiotiques, n'est-ce pas? Elle a pris des antibiotiques non orientés à l'aveugle, en espérant que ces antibiotiques devraient agir et son mal devait s'estomper. Elle a pris des antibiotiques contre les levures, notre fluconazole, c'est qu'elle a choisi. À côté de lui, il y a également le kétoconazole, la nestatine, l'écoconazole et plein d'autres antifongiques. Donc, et associé à ça, elle a également pris le Fleming. Vous savez, nous sommes dans un contexte où le premier médecin, c'est soi-même. On a pour habitude de prendre des médicaments comme ça, à l'aveugle, sans tester de sensibilité. Alors, dans notre contenu, nous allons vous révéler l'erreur, n'est-ce pas, et les dangers à quoi vous vous exposez quand vous prenez ces antibiotiques comme ça, quand vous prenez au-delà de 2 antibiotiques différents, n'est-ce pas, vous êtes en danger. Et de ce fait, pour accompagner son traitement, nous avons dit, elle a pris le Fleming. Nous savons que le Fleming, nous avons de l'augmentin
c'est l'omentin, c'est-à-dire l'amoxicilline à l'intérieur, l'acide camionique à l'intérieur. Mais malgré ça, rien n'a changé. C'est là qu'elle a fait recours à nous. Donc, nous sommes dans cette démarche et n'hésitez pas à suivre et prenez des notes si c'est nécessaire et mettez en commentaire. Nous allons revenir dessus. Donc, procédons donc au choix des antibiotiques. Après notre culture, nous allons faire un gramme de contrôle. Après avoir fait une description morphologique des colonies observées, nous allons procéder à cette description tout à l'heure. On ramène ces milieux au frais, n'est-ce pas? Nous allons procéder à l'antibiogramme. Nous avons déjà choisi nos antibiotiques. Maintenant, nous allons procéder à la première méthode par écouvillonnage. Après la méthode par écouvillonnage, nous allons passer à la méthode par inondation. Maintenant, pour le bien de la procédure, il est préférable de commencer par la méthode par inondation, vu qu'il sera nécessaire qu'après inondation de la gélose, allons rejeter l'excédent d'inoculum et mettre le milieu d'abord à l'incubateur pendant au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. C'est ça afin de laisser l'inoculum sécher sur la gélose avant de poser les disques. On va poser les disques immédiatement quand on procède à la méthode par inondation. Mais, à contrario, quand on va débuter tout à l'heure par la méthode par écouvillonnage, on peut directement poser les disques après. Allons-y. Lousy. En ce qui concerne la méthode de préparation de notre inoculum, vous pouvez, dans votre laboratoire, utiliser votre standard. Ici, nous avons deux méthodes. Soit vous utilisez de l'eau physiologique stérile, n'est-ce pas? Ou alors vous pouvez vous-même prendre de l'eau distillée que vous allez stériliser dans des tubes comme ceci, n'est-ce pas? Dans des tubes comme ça. Vous vous rassurez que vos tubes sont en pyrex, de manière qu'elles peuvent résister à la chaleur quand on va les stériliser. Donc, vous allez mettre de l'eau distillée dans les tubes comme ceci, n'est-ce pas? Vous mettez de l'eau distillée à l'intérieur que vous allez aller stériliser et garder au frais. Pour les moyens de cette méthode, nous n'allons pas travailler avec cette méthode, mais
là, nous travaillons pour un contexte un peu limité. Si vous n'avez pas de l'eau distillée, comment est-ce que vous pouvez gérer? Vous pouvez gérer avec de l'eau physiologique stérile. Comme celui-ci, ça peut faire l'affaire. Mais si vous ne pouvez pas avoir ça, vous stérilisez vous-même votre eau dans un stérilisateur comme le nôtre ici, comme le nôtre là. Et puis, vous allez stériliser à l'intérieur et puis après, vous gardez ça au frais. Là, quand vous voulez procéder à un antibiogramme ou un antifongigramme, vous n'avez qu'à prendre de l'eau, votre eau distillée stérile et mesurer les volumes pour pouvoir faire une préparation de votre inoculum, n'est-ce pas, avec une concentration selon McFarland, n'est-ce pas. Voilà, très important. Ici, nous allons prendre un volume d'eau physiologique stérile précis. À l'intérieur, nous allons ajouter une colonie de chaque solution. Ici, nous avons 4 ml. Nous avons pris 4 ml d'eau physiologique stérile que nous allons mettre à l'intérieur une colonie. Maintenant, dans votre laboratoire, vous pouvez faire une autre préparation. L'important, c'est de vous pouvez comparer, n'est-ce pas, avec un standard. Un laboratoire peut préparer son standard selon McFarland, ou alors vous pouvez carrément payer à des laboratoires de référence. Ok, c'était juste une précision pour la préparation de l'inoculum. Ça fera l'objet d'une autre vidéo ultérieure. Lousy.
mixage, je vais mixer nos génériques que l'on a déjà préparés et puis continuer le travail. Pas besoin de vous montrer comment mixer. Bon, je vais vous montrer quand même. Comme ça. Lousy.
vous avez constaté tout à l'heure, pendant la pose des disques, il y avait des disques qui tombaient, mais par précaution, vous pouvez placer votre gélose en dessous comme je l'ai fait. Vous allez, quand ça tombe sur notre gélose, c'est bon. On peut le récupérer pour continuer le travail. Vous pouvez également le faire en plaçant un papier ici, tout là, bien propre, comme ceci, pour éviter que votre disque touche la paillasse, ou alors éviter que le disque touche le sol. Parce que si le disque touche le sol, ce disque peut être contaminé par ce qu'on ne va plus l'utiliser et ce disque doit être détruit. C'est juste une petite précaution pour éviter ça. Ça peut arriver. En temps normal, ça ne doit pas tomber, mais c'est arrivé. Donc, nous allons procéder à la suite. Pour la méthode par inondation, nous allons patienter 15 minutes et après les 15 minutes, on va poser les disques. Après les 15 minutes, nous allons poser les disques. À tout à l'heure. Lousy.
rendez-vous dans 18 à 24 heures. Nous allons apprécier les diamètres et sensibilités. Nous saurons quel antibiotique est sensible et quel antibiotique ne l'est pas. Aujourd'hui, nous poursuivons la démarche. Nous avons fait une mise en culture précédemment. Nous allons observer la suite des événements. Nous vous rappelons, nous avons fait un prélèvement cervico-vaginal sur notre sujet. Nous avons fait une mise en culture. Après, on a observé les colonies que nous avons obtenues. Après une description de morphologie des colonies, nous avons fait un gramme de contrôle. Nous avons fait quelques tests d'identification qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo. Mais éventuellement, vous le saurez dans des vidéos ultérieures. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez avoir ce type de contenu. Allons donc voir ce qu'a donné notre test d'antibiogramme. N'est-ce pas? Il est important pour nous de connaître quel antibiotique il va falloir prescrire à cette dame qui a déjà pris plusieurs antibiotiques non orientés et non indiqués. Allons-y, tu le comprends. Nous avons mis en culture dans deux types de milieux. Nous avons utilisé le milieu Hinton et le milieu Clèves. Vous pouvez déjà observer et remarquer la pigmentation là. On a un vert clair, n'est-ce pas? Voilà. Voilà à quoi ça donne, n'est-ce pas, pour notre test d'antibiogramme. Vous pouvez apprécier déjà les diamètres, n'est-ce pas, les diamètres d'inhibition. Les disques qui ont un diamètre d'inhibition un peu plus ou moins large, nous allons les mesurer et apprécier. Et nous vous dirons qui est sensible, qui n'est pas sensible, qui est résistant, qui est intermédiaire. Comme vous pouvez l'observer, les disques comme celui-ci, le CTX, n'est-ce pas? Le CHL du chloramphénicol, ceux-là sont résistants. Ça saute aux yeux. Les bactéries ont poussé tout autour du disque. Mais alors, quand on observe le TOB, tobramycine, on a un bon diamètre, n'est-ce pas, d'inhibition. Si ce diamètre d'inhibition après mesure atteint une certaine distance, on pourra conclure sur le terme, le germe est sensible ou intermédiaire. Regardez également celui-ci, le CIP pour la cipro. Il a un très bon diamètre. Et enfin, l'azithromycine, l'AZ également, on a un bon diamètre d'inhibition. Nous allons donc mesurer ce diamètre et puis conclure sur l'antibiotique, sur les antibiotiques qu'il faut prescrire pour ces dames. Déjà, force est de constater que la prescription va tourner autour de ces trois antibiotiques. La tobramycine, l'azithromycine et la cipro. Ciprofloxacine, ok. Donc, c'est ça. Dans notre boîte, n'est-ce pas, le CLED, nous avons remis l'augmentin. L'augmentin ici, c'est l'acide clavulanique. Acide clavulanique plus amoxicilline. Les colonies ont poussé autour du disque. On a une résistance. Et cet antibiotique fait partie de ceux qui ont été prescrits, ou alors ceux-là que notre sujet a pris, n'est-ce pas, sans avoir fait un test de sensibilité. Vous voyez que le germe est déjà résistant à cet antibiotique. Il est plus que nécessaire d'éviter ceci. Éviter de prendre ces médicaments-là, n'est-ce pas, sans avoir reçu un avis médical. Nous avons également le FOX, le floxacine, doxy,
et plein d'autres antibiotiques là, orientés pour les BG- qui n'ont pas été efficaces, tous résistants. Nous avons testé plus de 10 disques, nous avons testé 12 disques, et des 12 disques, nous avons juste 3 disques qui seront utilisés pour le gel, pour le traitement. Ok. Donc, au vu de ce profil bactériologique du sujet, le germe que vous avez ici présent, n'est-ce pas, a suivi une démarche d'identification afin d'éviter d'avoir une vidéo très longue, un tutoriel très long. Nous allons juste vous donner le nom du genre du germe, n'est-ce pas? Et dans une vidéo ultérieure, n'est-ce pas, ou alors mettez en commentaire si vous aimeriez connaître la démarche d'identification des germes issus des produits pathologiques. C'est avec plaisir que nous créons du contenu pour ça, n'est-ce pas? Mettez également en commentaire toute autre thématique qui parle de la biologie médicale. Nous serons très intéressés à développer par rapport à ça. Donc, le germe que vous voyez ici, c'est du genre Pseudomonas, n'est-ce pas? Et au cas où vous ne le saviez pas, ce genre présente toujours, pour la plupart des cas, cette pigmentation-là, un vert clair. C'est un pigment sécrété par la bactérie. Donc, vous aurez la démarche complète d'identification de ces germes. Comment est-ce qu'on fait pour conclure à ce genre et éventuellement à une espèce? Mais pour le moment, nous allons conclure sur le genre, n'est-ce pas? Et éventuellement, nous aborderons la suite dans d'autres vidéos. Tout à l'heure, nous allons parler des conséquences, n'est-ce pas, de cette automédicamentation sans test de sensibilité. À quoi vous risquez, à quel danger vous vous exposez quand vous prenez des médicaments comme l'Augmentin sans avoir eu un avis médical. Nous allons vous faire part de ça, afin que vous saurez tous les malheurs qui peuvent vous arriver. À tout à l'heure. Allons-y donc dans la présentation, n'est-ce pas, des dangers à quoi vous vous exposez quand vous faites de l'automédicamentation. La prise des antibiotiques sans test de sensibilité vous expose à des pathologies comme, en première position, n'est-ce pas, des troubles fonctionnels de vos reins. C'est-à-dire un dysfonctionnement fonctionnel du rein. Le rein ne va plus bien faire son travail. Il ne va plus bien faire cette clearance, n'est-ce pas? Il ne fera plus ce filtre biologique des toxines de l'organisme. Ce dysfonctionnement biologique fonctionnel du rein peut engendrer, en fonction du cas, que ce soit un dysfonctionnement fonctionnel ou organique, à une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale va débuter de façon aiguë. Et si rien n'est fait et à temps, vous pouvez entrer dans la chronicité. Et si vous avez une insuffisance rénale chronique, ça veut simplement dire que votre rein a cessé de fonctionner normalement. Et de ce fait, vous aurez des symptômes et effets secondaires déplaisants. Ça, c'est le premier palier, n'est-ce pas, de conséquences de fait d'automédicamentation. Le deuxième palier ici se présente dans, n'est-ce pas, les rhumatismes articulaires. Au cas où vous l'ignorez, maintenant vous le savez, il y a des médicaments qui peuvent provoquer des douleurs au niveau des articulations. Et encore moins à tous les niveaux. Vous ressentez des douleurs au niveau des articulations inférieures et voire supérieures. Ça, c'était le deuxième palier, n'est-ce pas, des problèmes que vous pouvez avoir. Et juste à côté d'eux, nous avons un autre problème que peut engendrer ces médicaments pris, n'est-ce pas, sans avis médical. Présentons notre troisième palier de troubles,
engendrés par l'automédicamentation. Nous avons, pour le cas par exemple, des médicaments à base d'amoxicilline. Souvenez-vous, notre sujet dans ces antibiotiques, le sujet, n'est-ce pas, avait pris du Fleming. Et nous savons que le Fleming, pour la plupart des modules, contient de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. En molécule commerciale, on parle souvent d'augmenteur. Cette molécule-là, ou alors tous ces médicaments à base d'amoxicilline, sont capables de favoriser le développement des levures. Et ce qui n'est pas toujours bien. Et par-dessus tout, le quatrième palier, qui est le palier le plus redoutable en matière d'effets secondaires, en matière de répercussions, n'est-ce pas, d'effets autothérapie, qui est le développement des souches bactériennes multirésistantes. N'est-ce pas? En tant que biologistes, nous limitons, nous n'allons jamais cesser de réprimander, de refuser, n'est-ce pas, de sensibiliser afin qu'on puisse arrêter cet acte-là. Développer les souches bactériennes multirésistantes reviendra à rendre difficile la thérapie. Vous vous rendrez dans un hôpital plus tard, on va vous prescrire des antibiotiques, mais les symptômes vont persister. Vous n'allez pas retrouver la santé. Dû à quoi? À cette résistance qui s'est développée. Et ne pensez pas que la résistance va se développer du jour au lendemain. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Aujourd'hui, vous allez prendre, ça va marcher. Non, ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller dans une formation hospitalière. Je n'ai pas besoin. Mais ce que vous ignorez, c'est cette résistance qui se crée. Donc, afin d'éviter cela, veillez à avoir un avis médical avant de prendre tout antibiotique. Nous venons là de présenter, n'est-ce pas, les grands risques majeurs à quoi vous vous exposez quand vous faites de l'automédicamentation. Alors, évitez cela au maximum que possible. Veillez à toujours avoir un avis médical. Et nous aborderons plusieurs autres cas de figure. Il existe tellement de cas de figure en fonction des types de maladies. Je dirais pathologie, n'est-ce pas? Pour toi qui as peut-être des soucis, n'est-ce pas, à la miction, pour toi qui as des maux de tête, pour toi qui as des douleurs abdominales, pour toi qui as des douleurs au bas-ventre, il existe tellement de pathologies, tellement de signes et symptômes que vous pouvez avoir. Et nous prendrons la peine, en fonction des cas, de vous présenter les implications, les germes qui y sont impliqués ou pas. Vous avez parfois des problèmes qui ne nécessitent pas forcément des antibiotiques. Mais vous le prenez. Ce qui n'est pas bien. C'était là la fin de cette astuce. Merci d'avoir regardé. Et si toi aussi tu es un passionné, n'hésite pas à mettre en commentaire des thématiques sur lesquelles tu aimerais qu'on en parle davantage. Mettez en commentaire votre appréciation, vos méthodes de diagnostic. Partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Laissez un pouce bleu, ça nous motive. Et à très bientôt pour un prochain tutoriel astuces de santé.